Mes chers amis, vous avez apporté la réponse la plus brillante à la question posée tout à l'heure par un journaliste à Gilles Carrez. Pourquoi êtes-vous aussi nombreux? Eh bien, vous êtes aussi nombreux parce que vous représentez la France, pas ceux qui font les sondages, pas ceux qui organisent la vie politique à la place des autres, pas ceux qui pensent qu'il n'y a que quelques personnes issues d'un petit microcosme qui peuvent seuls accéder aux responsabilités. Vous êtes la France dans sa globalité, dans sa diversité. Vous êtes là et vous êtes là pour dire que nous allons gagner. Il y a des parlementaires, des élus locaux, des citoyens qui sont ici, qui ont décidé de s'engager à mes côtés. Je ne peux pas tous les remercier, mais permettez-moi quand même d'avoir un mot particulier pour le président du Sénat, Gérard Larcher. Ça aurait été tellement facile pour lui de dire, moi, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, je ne peux quand même pas m'engager dans une bataille pour les primaires. Il est courageux, Gérard Larcher, il s'est lancé à fond dans la bataille et je veux lui dire merci du fond du cœur. Même si, Gérard, les Hunaudières, c'est pas un virage, c'est une ligne droite. Et puis, je voudrais remercier tous mes amis parlementaires, tellement nombreux ici, en vous disant, avez-vous entendu ce matin une musique particulière? Ils sont plus d'une soixantaine, beaucoup se sont exprimés. Est-ce que vous avez entendu des attaques personnelles? Est-ce que vous avez entendu des petites phrases? Est-ce que vous avez entendu des parlementaires qui jouent des coudes pour être sur les estrades? Est-ce que vous avez entendu des parlementaires qui, au fond, ne sont intéressés que par leur carrière et par leur avenir et pas par la France? Pas du tout. Vous avez entendu des hommes et des femmes qui sont venus librement s'exprimer positivement dans le cadre d'un combat pour le redressement de notre pays. Il sera donc dit que vous tous qui êtes dans cette salle, vous serez les premiers compagnons d'une aventure qui va mobiliser 100% de notre énergie. Vous serez les premiers à avoir relevé le défi de la victoire. Une victoire qu'il va falloir tracer à travers les doutes, à travers les vents contraires, à travers les attaques. Notre route ne fait que commencer. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur. Je vous entraîne dans une bataille franche, dans une bataille sans artifice, dans une bataille d'intérêt national. Mais c'est une bataille gagnante. C'est la bataille de celles et de ceux qui veulent toujours pouvoir être fiers de dire « Je suis français ». Ces mots, je suis français, je veux que nous et nos enfants, nous puissions toujours les dire aux oreilles du monde. Oui, Bruno, nous sommes français, héritiers d'une nation qui est montée sur les barricades pour la justice et qui est sortie des tranchées pour sa souveraineté. Nous sommes français, avec nos villes, avec nos paysages, avec notre langue, cette langue si belle, riche de ses accents circonflexes. Désolé, Madame le ministre, mais notre âme, avec accent circonflexe, n'est pas faite de plâtre avec accent circonflexe. Nous sommes français, les pieds dans cette terre, mais l'esprit toujours tendu vers les plus surprenantes inventions industrielles, technologiques, artistiques. Nous entrons dans un siècle où les racines de la tradition et les fulgurances du progrès devront être mariées. Alors, qu'avons-nous à craindre d'être en même temps millénaires et futuristes à la fois? Oui, français, querelleurs, râleurs,
Mais du moins cet esprit rebelle nous épargnera-t-il d'être traités comme les algorithmes d'un monde anonyme et mécanique. Querelleur, certes, mais en même temps généreux et fraternel, lorsque l'essentiel est en jeu, parce que notre individualisme s'arrête toujours là où on touche à notre nation et là où l'injustice nous blesse. Français, Européens et universels, nous le sommes aussi, puisque nos idéaux résonnent bien au-delà de nos frontières, là où les femmes et les hommes sont martyrisés, là où les chrétiens d'Orient sont décimés, là où les fanatiques plantent leur drapeau noir, nous ne capitulerons jamais parce que nous sommes Français. Nous ne capitulerons jamais ni contre les fanatiques, ni contre ces immenses forces économiques et démographiques qui nous défient. Nous ne sommes qu'1% de la planète, mais moi je veux que la France reste l'un des points ardents du monde. La politique la plus coûteuse, la politique la plus ruineuse, c'est d'être petit. Petit n'est pas français. Est-ce que c'est de l'orgueil ? Est-ce que c'est de la folie? Non, c'est simplement notre manuel de survie. Mais la grandeur a ses exigences, et le bonheur aussi. Elles ont pour nom courage, travail, inventivité, fraternité, fierté nationale. Elles ont pour devise liberté, liberté chérie, liberté de réussir par ses mérites, liberté d'entreprendre, liberté de prendre sa vie en main, liberté d'aller au bout de ses rêves. Qu'est-ce que la condition humaine, si ce n'est cette éternelle bagarre entre la liberté et la fatalité? La grandeur a son prix, mais la grandeur a aussi ses adversaires. Les conservateurs, les populistes, les illusionnistes. Je les vois venir avec leurs promesses en bandoulière, leurs coups de menton, leurs accusations. Fillon, disent-ils, c'est du sang et des larmes. Mais mes amis, le sang et les larmes, c'est maintenant. Le sang, c'est le Bataclan et c'est Bruxelles. C'est pas de travailler quelques heures de plus par semaine. Les larmes, c'est pas de réduire nos déficits. Non, les larmes, c'est pour nos enfants qui devront rembourser nos dettes si nous ne réagissons pas. Les larmes, ce n'est pas d'assouplir le marché de l'emploi. Non, les larmes, c'est maintenant pour les 6 millions de chômeurs qui pointent à Pôle emploi, faute d'avoir réformé de fond en comble notre marché du travail. J'entends dire que l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui connaissent le plein emploi, ont créé des jobs précaires. Eh bien, nous, on a la précarité et on n'a pas les jobs. Et pire que cela, lorsqu'il y a du travail, il n'y a pas toujours preneur. Alors cessons de voir la paille dans l'œil du voisin pour ne pas voir la poutre qui est dans la nôtre et arrêtons d'apeurer et d'emmerder les Français qui sont prêts à se retrousser les manches pour faire réussir leur pays. Ceux qui disent qu'on peut redonner de l'espérance avec des tisanes sont des bonimenteurs. Notre modèle économique et social est usé jusqu'à la corde. Et s'il tient encore, c'est uniquement parce que la Banque centrale européenne fait tourner à plein régime la planche à billets. À la minute où les injections de morphine de cette Banque centrale européenne cesseront, alors tout peut basculer. Et la France se retrouvait au banc des nations défaites, sommée d'accepter la potion amère que d'autres vont entreprendre de nous faire avaler sous la contrainte de Francfort et de Wall Street. Le jour où la Banque centrale européenne arrêtera d'inonder les marchés, nos taux d'intérêt remonteront et alors le peuple se souviendra des mots que j'avais prononcés lorsque j'ai parlé
de la faillite sous les lazzi de mes propres amis. Celui qui dit la vérité doit-il être exécuté? Je n'ai pas l'intention de plier. Debout et avec vous, je me bats pour des convictions et je me bats en regardant l'horizon. Jeune député, seul presque contre tous, j'avais défendu le passage à l'armée de métier. Et lorsque je vois aujourd'hui nos forces engagées dans les conflits du Moyen-Orient et d'Afrique, lorsque je vois aujourd'hui les soldats professionnels qui risquent leur vie quasiment seuls pour défendre la civilisation européenne, je me dis que j'avais raison. Ministre des Postes et des Télécommunications, j'ai engagé la libéralisation du marché des communications qui a favorisé notre révolution numérique. Devant la poussée des technologies, qui était dans l'avenir? Moi ou les cerbères du passé qui pensaient qu'Internet n'était qu'une mode et France Télécom un monopole intouchable? Ou ceux comme Ségolène Royal qui se battaient pour garder les cabines téléphoniques dans les villages? Je crois à la recherche, je crois à la science, je crois au progrès qu'elles peuvent apporter dans la résolution du défi de l'environnement, du défi alimentaire, du défi du développement partagé. Avec 10 milliards d'habitants en 2050, notre planète n'a pas d'autre choix que de miser sur l'intelligence si elle veut éviter le pire. Qui est dans l'avenir et assurera la solidarité sociale? Moi, qui ai réformé les retraites, qui propose maintenant d'aller vers les 65 ans et d'aligner tous les régimes de retraite du public ou du privé, ou ceux qui tergiversent ou tous ceux qui tergiversent et qui tremblent à l'idée de dire aux Français ce qui doit être impérativement fait pour assurer la solidarité entre les générations. Solidarité. Que d'erreurs a-t-on commis en ton nom, en t'opposant à la productivité et à la création de richesses sans lesquelles il n'y a que des miettes à partager? Qui est dans l'avenir et qui le construira? Moi qui affirme qu'il faut travailler davantage, qu'il faut travailler autrement, en négociant le temps de travail entreprise par entreprise, ou ceux qui pensent encore que tout doit être codifié comme si les individus n'étaient que des pions sur l'échiquier de leur vieille idéologie? Je dénonce tous ceux qui sanglotent devant la fermeture de nos usines alors qu'ils les ont privés eux-mêmes des armes de leur compétitivité. Le projet de loi de M. Valls sur le marché du travail n'est qu'une soupe tiède que je n'ai pas l'intention de boire. Ceux qui manifestent contre cette loi sont en réalité moins contre elle que contre un pouvoir qui les a trompés en 2012. Bonne leçon pour la gauche, mais mes amis aussi utile enseignement pour ceux qui, dans l'opposition, seraient tentés une nouvelle fois de ruser avec les Français. Qui est dans l'avenir et qui le construira? Moi qui veux un capitalisme français pour investir en France, ou ceux qui haïssent le capital et l'ont taxé à 75%, mais se roulent maintenant par terre devant le Qatar et les fonds de pension américains pour financer le développement de notre économie? Qui aura le courage de dire qu'un pays qui n'est plus capable de payer les retraites de ses citoyens et qui accepte de voir tous ses actifs partir dans des fonds de pension pour payer les retraites des citoyens de Californie est un pays qui marche sur la tête? Oui, je signe et je persiste. Je veux que la France soit la terre des investisseurs, des capitaux et des capitaines d'industrie.
Oui, je supprimerai le stupide impôt sur la fortune. J'allégerai les charges qui pèsent sur nos entreprises. Oui, je ferai tout pour que ceux qui s'enrichissent enrichissent la France, ses entreprises, ses start-up, et ce faisant, je ferai tout pour gagner la bataille du plein emploi. Qui est dans l'avenir européen et saura le construire? Moi, qui ai voté contre le traité de Maastricht parce que l'Europe est une civilisation et pas une bureaucratie, ou ceux qui aujourd'hui accusent lâchement Bruxelles de tous nos maux pour ne pas avoir à les traiter comme toute nation digne de ses propres responsabilités. Croissance inexistante, chômage de masse, dette abyssale, impôts en cascade, il faut rendre à François Hollande ce qui est à François Hollande, parce que chez nos principaux voisins, tout va mieux. Ceux qui pensent que l'Union européenne est notre bouée de sauvetage sont aussi lâches que ceux qui en font un bouc émissaire et qui veulent revenir au franc. Dans la mondialisation, la seule option, c'est l'Europe. Mais c'est l'Europe avec la France en tête. Je n'ai rien oublié de mes combats avec Philippe Séguin. Je veux la souveraineté française au service de l'indépendance européenne. Et pour ce faire, je milite pour une Europe qui se concentre sur ses priorités stratégiques, une Europe qui défend ses intérêts économiques, qui défend ses emplois, qui défend son art de vivre, qui défend sa sécurité, en un mot, une Europe qui défend sa civilisation. Qui est dans l'avenir des réalités géopolitiques? Moi qui affirme depuis 3 ans que pour abattre l'État islamique, il faut une coalition internationale intégrant la Russie ou tous ces stratèges en chambre qui pensent que l'histoire s'écrit à l'encre des bons sentiments. On m'a accusé de dire qu'il fallait discuter avec Poutine. De Gaulle discutait bien avec Staline. Mais non, la main sur le cœur. La diplomatie française est allée dans le mur. Et maintenant que les Russes agissent et que la ville de Palmyre vient d'être libérée, on se demande à mi-voix, Fillon avait-il raison? Eh bien, j'aurais aimé que mon pays ait raison avant moi. Qui est dans l'avenir et insensible aux intimidations des terroristes? Moi qui, depuis 3 mois, affirme que la Constitution française n'est pas un outil de communication, ou ceux qui font du tintouin sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité qui existent depuis des décennies et des décennies dans notre droit. Depuis le début, je dis que cette réforme constitutionnelle, voulue par François Hollande, n'est qu'une parodie d'autorité. Depuis le début, j'invite mes amis à ne pas le suivre dans cette impasse. Que diront les Français si l'opposition s'oppose à cette réforme, me rétorquait-on. Eh bien, à force de suivre ce qu'ils croient être les Français, certains politiques perdent le cap. Parce qu'être un homme d'État, ça n'est pas subir l'opinion du jour, c'est la guider avec sang-froid et avec conviction. Alors, maintenant qu'on en a fini avec ces bavardages constitutionnels, attaquons-nous au fond du problème. La destruction de l'État islamique avec une vraie coalition internationale, la traque des réseaux terroristes, la modernisation de l'islam de France, la défense de la laïcité, la sécurité et l'immigration contrôlée pour assurer la cohésion nationale. Voilà les priorités qui sont devant nous et sur lesquelles le gouvernement n'a rien fait depuis les attentats de janvier et de novembre. C'est aux étrangers qu'il revient de faire l'effort d'intégrer la France avec ses lois, avec sa langue, avec ses mœurs.
et non pas à la France de se plier à des coutumes qui violent son pacte républicain. Moi, je n'ai pas attendu d'entendre parler de Molenbeek pour dire que notre patrie doit être soudée et protégée. Des Molenbeek sur notre territoire, c'est-à-dire des concentrés explosifs de trafiquants, de repli identitaire, d'entrisme salafiste, de chômage, oui, ça existe chez nous. Et il est temps d'assumer fermement la République partout et pour tous. Dans combien de nos cités les familles n'en peuvent plus? Elles demandent de l'ordre, elles demandent de l'éducation, elles demandent du travail pour les enfants. Alors ces familles, je parlerai pour elles et je réformerai pour elles. Comme je parlerai pour ces 2 millions de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. J'agirai pour ces jeunes et ces chômeurs qui se cassent les dents sur notre marché du travail. Ce marché barricadé que vénèrent ceux qui défendent les syndiqués plutôt que les sans-emploi, les sans-voix et les perdus du Code du travail. Pour eux, je veux faire tomber toutes ces bastilles qui verrouillent le risque, le mérite, la liberté d'oser. Cette liberté que je réclame et ces réformes que je propose, elles se confondent avec l'égalité des chances, avec la justice, mais avec la vraie justice. La justice qui récompense les cœurs courageux. Non, je n'ai pas l'intention de faire campagne en racontant des fables. Je vaincrai les mensonges. Je vaincrai François Hollande qui prétendait réenchanter la France à coups de pipeau. Je débusquerai mes concurrents qui veulent continuer la chanson moderato. On prétend que la démocratie, c'est l'art d'endormir les électeurs. Et il se dit qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il suffit de faire du catch pour les impressionner. Eh bien, faisons ensemble le pari que la vérité, la raison, le courage et le sursaut seront plus forts que les tarasconnades habituelles. Mon projet a été longuement mûri, avec la participation d'élus, de professionnels, de citoyens engagés, avec les témoignages de tous les Français que j'ai rencontrés. Mon programme, il est très précis, parce que je veux nouer avec les Français un véritable pacte de confiance. Mon programme, il est radical parce que la situation est radicalement bloquée depuis des décennies. Ma méthode d'action est claire. J'agirai très vite et très fort pour enclencher la transformation de notre pays, y compris par référendum. Les principaux projets de loi seront préparés avant l'élection présidentielle. Le jour de l'action, pas une minute ne sera perdue. Je m'entourerai d'un gouvernement commando, avec des ministres compétents, immédiatement opérationnels, avec des personnalités extérieures qui, dans leur secteur, auront prouvé leur talent. Pour notre redressement national, je réunirai une équipe de France professionnelle et combative. La franchise de mon projet et de ma méthode est au cœur du contrat démocratique que je veux nouer avec mes concitoyens. Je sais bien que la fin des 35 heures, les 39 heures dans la fonction publique, la réduction des dépenses publiques, la dégressivité des allocations chômage, la retraite à 65 ans constituent un effort pour nous tous. Mais tout ça est réaliste. Tout ça est possible. Tout ça est dans nos cordes. Tout ça nous permettra de relancer notre pays. Oui, en 2 ans, on peut atteindre les 2% de croissance. En 3 ans, on peut revenir à l'équilibre de nos comptes publics. En 4 ans, on doit pouvoir viser les 7% de chômeurs contre 10% aujourd'hui. Et en 5 ans, on peut vraiment redresser le pays et dans moins de 10 ans, figurer au premier rang des puissances européennes.
Voilà mes objectifs. Ceux qui pensent que notre peuple est à bout de course ont tort. C'est le système qui est à bout de souffle. Et un système, ça se change. En 1958, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la France l'a fait. Le Royaume-Uni l'a fait dans les années 80. Le Canada et la Suède l'ont fait dans les années 90. L'Allemagne l'a fait à partir de 2002. Eh bien maintenant, c'est à nous de mettre le pied sur l'accélérateur. Les Français ne sont plus dupes. Ils sont en attente d'un projet puissant et crédible. Ils sont aussi en quête d'honnêteté, en quête de dignité politique, parce que le pouvoir doit avoir sa noblesse, parce que le pouvoir doit montrer l'exemple, parce qu'il n'y a aucune chance de rétablir l'autorité de l'État si ceux qui dirigent l'État ne sont pas irréprochables. Je ne suis pas une star. Je refuse les plateaux de télévision où l'on se moque de tout. Je n'ai pas été éduqué ainsi. Je n'ai pas été élu pour cela. Je représente des femmes et des hommes qui sont à la peine. Je suis un Français né dans la Sarthe, d'une famille où le mot « valeur » a du sens. Je suis candidat à l'élection présidentielle par devoir et pour faire, pas pour mon image, pas pour les honneurs. L'actualité politique peut continuer de tourbillonner, les candidats et leurs sondeurs s'agiter pour trouver la martingale qui séduira les électeurs. Moi, je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Je dis et je répète que la situation est grave et qu'on s'en sortira par une transformation de notre modèle économique et social. Tout le reste, ça n'est que ficelle, dérobade et démission. Alors sur le terrain, lorsqu'on vous demandera « Mais qu'est-ce qui distingue Fillon ?», vous répondrez « Le goût de la vérité et la volonté absolue de faire ce qu'il est nécessaire de faire maintenant, sans plus tarder ». À l'automne, les primaires vont bousculer les scénarios que l'on croit écrits d'avance. Les sondages actuels ne doivent pas vous impressionner. On interroge au débeauté des Français qui n'ont pas encore dans la tête la présidentielle, qui ne savent pas qui seront les candidats, quels seront leurs programmes et qui ne savent pas même le plus souvent s'ils iront voter aux primaires. Tout va donc se cristalliser à l'automne. Des millions d'électeurs vont alors se presser vers ce rendez-vous démocratique. Je sais une chose, ils ne veulent pas voir se rééditer le match de 2012 et il faudra davantage que des postures tranquilles pour les convaincre. Moi, je ne suis pas le candidat de la revanche, je ne suis pas celui du consensus, je viens sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement. Alors, dans cette entreprise, j'ai besoin de vous. Vous devez occuper le terrain. Dans vos départements, dans vos villes, vous devez multiplier les initiatives, les contacts, les réunions. N'attendez pas le feu vert d'en haut, agissez comme si j'étais avec vous. La priorité des priorités, c'est d'aller expliquer aux Français l'importance des primaires. Et c'est d'aller les inviter à y participer massivement et personnellement, puisqu'il n'y aura pas de procuration. Et le jour du scrutin, je compte évidemment sur vous pour être mes assesseurs dans les 10 000 bureaux de vote. Nombreux sont nos concitoyens qui ne savent pas encore que cette élection leur est ouverte et qu'ils auront le pouvoir de désigner pour la première fois dans l'histoire de notre République le candidat de la droite et du centre. Leur choix sera un choix crucial pour préparer l'alternance, parce que le vainqueur des primaires a toutes les chances de pouvoir être le vainqueur des présidentielles, parce qu'à mon sens, le peuple ne voudra jamais ni de Hollande ni de Le Pen.
Parmi vos familles, vos amis, vos collègues de bureau, votre mission, c'est de relayer notre projet. Et sur les réseaux sociaux, j'attends que vous soyez partout où la bataille des arguments se joue. Là où les internautes doutent de la France, défendez-la. Défendez-la avec passion. Là où ils nous critiquent, répondez. Là où ils m'assaillent, ripostez. Et là où ils cherchent des solutions, puisez dans mon programme nos propositions. Vous êtes 1000 dans cette salle. Dans 3 mois, chacune et chacun d'entre vous doit pouvoir s'appuyer sur 100 autres relais crédibles et motivés. Votre rôle, c'est de fédérer les forces de notre pays. Allez vers la jeunesse, qui se détourne de la politique, mais qui ne demande qu'à y croire. Mêlez-vous à ces entrepreneurs qui ne sont pas écoutés. Redonnez confiance aux agriculteurs, qui ne sont pas les derniers vestiges de la France. Allez convaincre les ouvriers qui ont été si souvent trompés. Réveillez l'espoir déçu de ces fonctionnaires qui servent l'État. Soyez aux côtés des familles qui veulent un pouvoir sérieux et audacieux, et je leur garantis les deux. Allez vers les abstentionnistes, qui sont le premier parti de France. Dites-leur que mon projet est suffisamment précis pour ne pas être hypocrite. Allez vers les électeurs du Front National, qui pensent que la France est fichue, et dites-leur qu'elle peut réagir sans leur mentir. Allez aussi vers ces électeurs socialistes, qui se mordent les doigts, et dites-leur que le redressement économique et social n'a pas d'étiquette partisane. On est efficace ou on ne l'est pas. Écoutez, convainquez, rassemblez, parce qu'il faut que la vague du redressement vienne des Français eux-mêmes. Et c'est votre rôle, c'est votre responsabilité d'en être les aiguillons. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de baguette magique. Alors au « moi, président », j'oppose le « nous, peuple français ». Ce peuple, je suis prêt à le présider, mais je refuse de l'infantiliser. Le retour de notre croissance et l'objectif du plein emploi ne se jouent pas en Chine, aux États-Unis ou à Bruxelles, mais en nous tous. Les Français auront le destin pour lequel ils sont prêts à se mobiliser. Et cet élan collectif, il est d'autant plus nécessaire que mon projet heurte des conservatismes. Oui, j'ai contre moi ceux qui prétendent qu'on peut continuer comme avant. Tous ceux qui espèrent amadouer les électeurs plutôt que de les alerter. J'ai contre moi les ricaneurs et les prestidigitateurs. J'ai contre moi les cyniques qui ne croient pas un mot de ce qu'ils vous disent parce qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, leur carrière. Je m'attaque à un vieux mur et il ne pourra vraiment tomber que si mon projet dépasse ma personne. Lorsque le peuple s'engage pour la vérité s'impose. Lorsqu'on exige des vraies réformes, alors on arrête les réformettes. Voilà pourquoi votre mission, c'est de mobiliser un corps de volontaires qui, de volontaire en volontaire, feront une armée pour transformer la France à mes côtés. Alors, bien sûr, pour cette primaire, je vois les candidatures fleurir, et les clichés aussi. Il y a les expérimentés. Il me semble que j'en suis. Il y a les jeunes, enfin, jeunes. Il y a les femmes, et là j'avoue que je m'incline. Mais il y a suffisamment de femmes dans mon équipe pour accorder le féminin et le masculin. Et puis, restent tous les autres qui cherchent l'œil de la caméra. Je dis stop, coupez la scène. Cette primaire n'est pas un jeu, ça n'est pas un tour de chauffe pour s'assurer une place ministérielle. Cette primaire, mes amis, c'est la première étape de l'élection présidentielle, c'est-à-dire d'une élection qui va servir à désigner l'homme ou la femme qui va présider les destinées de la 6e puissance du monde.
avec en toile de fond une crise économique et identitaire, avec une extrême droite qui grimpe, avec des menaces terroristes, avec une Europe qui s'effrite dans un monde en surchauffe. Les temps sont à la gravité, pas au critérium politique. Depuis 3 ans, je parcours la France. J'y ai vu des gens admirables de cran et d'optimisme à toute épreuve. Mais j'ai aussi rencontré tellement de Français qui m'ont confié leurs galères, leur scepticisme, leurs espoirs trahis, leurs déceptions. Et c'est vrai que sous leur regard, il m'arrive d'avoir la gorge nouée. J'ai mal pour mon pays. Je pense à l'avenir de mes enfants. Je pense à ma responsabilité. Et tout cela forme une révolte en moi. Nos concitoyens traversent des heures difficiles, ils sont furieux, ils sont dégoûtés. Mais paradoxalement, je sais qu'ils peuvent se révéler d'une très grande audace. Alors, sans trembler, je vous demande une mobilisation sans faille. Je vous demande de tendre vos forces. Je vous demande d'être aux avant-postes pour dire que notre pays peut se relever. Vous serez ainsi au service d'un idéal qui dépasse chacun d'entre nous, parce que cet idéal s'appelle tout simplement la France.